c'est Karine du blog Mon Voix Lecture et en ce beau 17 avril, je vous parle de ma verrière sur un magnifique fond de tempête de neige. La température est fantastique ces temps-ci. Donc, bilan lecture, ça faisait un bon petit bout de temps que je vous en avais pas fait, mi-février en fait. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait, j'ai presque pas lu. Pourquoi? Plein de trucs. Hein? Première raison, en fait, je travaille dans un magnifique CIUS. Je travaille dans un centre de réadaptation qui a été fusionné. Donc, c'est toute qu'une aventure, hein, fusionner plusieurs hôpitaux. Donc, des fois, j'ai l'impression de travailler dans la maison des fous dans Astérix, genre les 12 travaux d'Astérix. Et j'arrive le soir, je suis lessivée. La seule chose que je fais, c'est me coucher. Donc, je lis pas beaucoup. À part des albums pour enfants, parce que ça, je peux les lire, le cerveau à off. Autre raison, c'est ce gros truc, qui est City on Fire, de Garth Risk-Hallberg, que j'ai lu du début mars jusqu'à tout à l'heure. Et en fait, cette vidéo, c'est limite une danse de la joie. J'ai fini. Pas parce que c'était pas un bon roman, il y a vraiment un truc, il y a une voix, un souffle. C'est un roman foisonnant qui nous décrit un New York incroyable. Les personnages sont tellement fouillés que dans notre tête, ils existent pour vrai à la fin. Mais, oh que c'est long! J'allais sacrer. C'est vraiment long. Pour moi, il y a vraiment eu des longueurs. Et en plus, il y a beaucoup de choses, qui se passent. Et le roman il est énorme, je peux pas le traîner à tant d'endroits que ça. En fait, j'ai commencé avec cette version-là. Je me suis fait une tendinite du pouce. Et là, vous avez vu mes super doigts en hyper-extension. Je suis passée sur la version e-book. Mais là, comme chaque partie est entrecoupée de documents qui ont l'air de ça, ça s'y prête plus ou moins bien, en fait, du moins dans la version que j'avais. Et comme je passais mon temps à revenir en arrière pour aller vérifier des trucs, ça ne marchait pas vraiment non plus avec le e-book. Donc, je suis revenue à ça et je me suis débrouillée pour le lire sur mes genoux. Du coup, c'était long, mais vraiment long. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce roman-là, c'est un roman que l'auteur m'avait vraiment conseillé lorsque je l'avais rencontré au Festival américain, c'est-à-dire cet automne. Il m'avait dit qu'il y avait un truc de Dickens là-dedans. Du coup, Dickens, c'est mon amour, donc bien sûr, j'ai dit oui, je vais le lire. J'ai attendu un bon petit moment parce qu'il faut quand même avoir du temps. Et oui, je vois ce qu'il y a de Dickens là-dedans. Il y a les personnages qui fourmillent, qui se promènent. Il y a la ville qui est un vrai personnage, qui est une vraie toile de fond. C'est incroyable le portrait de la ville qu'il réussit à faire. Le New York des années 70, c'est-à-dire que l'histoire se passe surtout dans la première moitié de l'année 1977, qui va culminer avec le blackout de New York qui a duré 2 jours. Donc l'histoire, ça se passe surtout là. Mais il y a des flashbacks, des trucs qu'on s'en va dans le futur. La narration est tout sauf linéaire et on a toutes sortes de documents aussi dont on comprend l'importance plus tard dans le récit. C'est un truc qui est quand même virtuose, c'est-à-dire que tout a un lien, on sent que tout est pensé. Les personnages, on en parle, ils ont toute une vraie backstory. Mais ça, construire ça, ça fait que des fois, ça se fait un peu au détriment de l'action. Et c'est long. Il y a eu pour moi vraiment des longueurs. Là. Entre autres, il y a un magazine qui est fait par une jeune punk parce qu'il y a un truc sur la culture punk. Il y a une famille très riche, de riches financiers qui tournent autour de ça. Et je ne vous ai même pas dit qu'est-ce que c'était le ça. En fait, c'est l'agression d'une jeune fille, d'une jeune punk dans Central Park le 1er janvier 1977. Donc, c'est ça. Alors, juste la preuve que c'est complexe, c'est que c'est très difficile de dire qu'est-ce qui se passe là-dedans. On suit tout ce beau petit monde, tout ça se tient, mais il faut s'accrocher pour comprendre comment ça se tient, parce que je vous avoue que je suis rendue au milieu et je me demandais encore vraiment où ça s'en allait. Donc, j'ai vu des avis qui étaient extrêmement enthousiastes et je connais plein d'autres mondes, des grands lecteurs qui n'ont pas réussi à le finir, donc vous faire votre propre avis. Dans un tout autre ordre d'idées, je continue ma découverte de Zola. J'ai donc 3 romans à vous parler. Je vais y aller très rondement parce que je le sais que je vais perdre la moitié des gens si je commence à m'attarder et à discuter Zola, que j'apprends de plus en plus à aimer. Et son monde, c'est un monde qui est quand même très cohérent et très intéressant à découvrir comme ça les uns à la suite des autres. Parce que oui, je suis psychorigide et je les lis en ordre d'écriture. Demandez-moi pas pourquoi. Voilà. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de L'Assommoir, qui est un roman qui m'avait
assommée et qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. J'avais vraiment eu besoin de prendre une pause et ça fait beaucoup de vraiment que je dis. Je suis donc passée ensuite à Une page d'amour qui est celui qui vient après. Et à date, c'est celui que j'ai le moins aimé de Zola, en fait. J'ai trouvé que le truc était quand même assez anecdotique. On suit une femme qui fait partie de la famille des Rougon-Macquart et qui habite, les veuves, elle habite avec sa fille et elle fait la connaissance du médecin parce que sa fille, elle est malade et ils se tissent quelque chose entre eux. Il y a le personnage de la jeune fille qui est très, très intéressant dans ce roman-là, mais qui est détestable parce qu'elle exerce une emprise sur sa mère incroyable. Il y a une jalousie et encore une fois une étude de caractère de la folie qui est très, très intéressante. Mais en gros, c'est quand même assez long et on se dit, ben quand même, tout ça pour ça. Donc, l'écriture est toujours là, les descriptions sont toujours aussi incroyables. Certaines descriptions de Paris sont magnifiques, mais ce ne sera pas mon préféré. Ensuite, je suis passée à Nana. Nana qui est la fille de Gervaise dans l'Assommoir, que nous avions quand même découverte alors qu'elle commençait à faire les cabarets et ces trucs-là. Donc, dans Nana, on va voir l'ascension et la chute de la fameuse Nana, qui va être une courtisane. Donc, on va nous faire découvrir tout ce petit monde-là, c'est-à-dire ces femmes qui vivent sur un train de vie incroyable en bouffant les hommes aux alentours. Donc, on en a plusieurs, le petit monde du théâtre, et on a l'autre côté, les riches patrons qui feraient tout pour ces femmes. Nana, c'est un personnage qui est quand même assez extraordinaire. Et sa montée et sa chute est en parallèle avec toute l'histoire du règne de Napoléon III qui est derrière et qui sert de contexte historique à une grande partie des romans de la série des Rougon-Macquart. Donc, c'est un de ceux que j'ai vraiment, vraiment aimé et c'est un roman que je conseille. La finale, en particulier, c'est quelque chose. Ensuite, si vous connaissez bien vos Rougon-Macquart, vous savez que celui qui vient après, c'est Pot-Bouille. Pot-Bouille, en fait, ça nous amène dans un immeuble cossu de Paris où Octave Mouret, qui est le fils de François et Marthe, qu'on a vu dans La Conquête de Plassans, donc il débarque à Paris avec l'idée de faire sa fortune à partir des femmes. Vous allez voir qu'il va finir par y réussir. Donc, il arrive et il s'est mis en tête de séduire un peu n'importe qui pour réussir à se faire une place. Il est là dans le roman, mais ce n'est pas le but principal. Zola, ce qu'il veut nous montrer, c'est que derrière les apparences magnifiques de marbre et de dorure, il y a quand même plein de fissures derrière et on rencontre plusieurs familles qui ont l'air irréprochables et on va découvrir petit à petit leurs failles, leurs difficultés et tout ce qui se cache derrière toute cette bien-pensance. Donc, encore une fois, il y a la plume de Zola qui va réussir à transcender tout ça. Il réussit à nous transporter dans cet immeuble-là et on voit apparaître petit à petit le magasin d'en face qui s'appelle, comme par hasard, Au Bonheur des Dames, dont je vous parlerai bientôt parce que je l'achève. Quelques romans young adult maintenant. Suite à l'écoute du live de Jess sur le premier tome de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, j'ai décidé de lire le deuxième. En fait, elle a tellement fait de teasing qu'il fallait que je sache de quoi il se passait. J'avais mon idée, en fait. Avec le teasing, ça m'avait donné une idée. C'était ça. Mais j'étais quand même contente de le savoir. Donc, j'avais un avis qui était en demi-teinte sur le premier tome. Je peux vous le mettre d'une fiche quelque part. J'ai préféré ce tome-là. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même préféré le deuxième tome au premier. L'action décolle quand même beaucoup plus vite. Je préfère la romance dans ce tome-là que dans le premier. Je vais pas trop vous en parler pour rien spoiler, mais les relations évoluent de manière quand même super intéressante dans tout ça. On a l'occasion de voir plusieurs courts, je sais pas comment on pourrait le dire en français. Et il y a quand même une étude de caractère qui est très intéressante sur le personnage de Fair, qui est le personnage principal, qui doit se redécouvrir, en fait, dans ce tome 2. Il y a encore une fois beaucoup d'action. Ça va dans des directions qui auraient pu me surprendre si je n'avais pas été devin. La description des cours, c'est quand même assez génial. Et oui, j'ai trouvé qu'il y avait des décisions qui se prenaient vite. Il y avait une mise en doute qui était là, mais pas celle à laquelle je me serais attendue. J'ai quand même beaucoup aimé voir les failles du personnage principal qui est tout sauf parfaite. Et je me suis quand même questionnée parce qu'il y a des personnages secondaires qui se transforment, mais pas à peu près. Et ça m'a quand même un petit peu dérangée.
Et non, ceux qui l'ont lu, c'est pas ce que vous pensez, parce que ça, moi, je l'avais vu venir dans le premier. Ouais. Donc, c'est certain que je vais lire la suite, ça sort bientôt, et pendant que je m'en souviens, ben, je vais probablement le lire dès sa sortie. Fort probablement. Ensuite, j'ai terminé, il y a plusieurs semaines déjà, en fait, ça fait presque 2 mois, j'ai terminé la saga des Raven Boys. Je vais vous parler des 3 tomes, les tomes 2, 3, 4 en un. En fait, je vais vous faire un avis général. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai énormément aimé l'écriture. J'ai beaucoup aimé le monde. J'ai beaucoup aimé toute la mythologie qui a été créée. J'ai beaucoup aimé les personnages féminins. Mais j'ai été déçue par la fin, que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup trop facile. J'ai trouvé qu'il y a des personnages qui apparaissaient et on aurait dit que c'était juste pour être pratique. Et ça m'a quand même dérangé. Du coup, la finale, j'ai pas stressé, j'ai pas cru à plusieurs éléments. Donc, c'est une saga qui est très intéressante à lire. Dans les sagas jeunesse, c'est assez rare que je les enfile comme ça et que j'ai vraiment le goût de voir ce qui va se passer. Il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont mises en place par l'auteur. Le message qu'il y a derrière tout ça, vu que c'est entre autres un message sur l'autodétermination, et ça me plaît beaucoup. Mais la finale, moi, comme toujours, j'ai une malédiction avec les fins de série, on dirait que je suis jamais, jamais contente. Autre livre jeunesse que j'ai lu, c'est Oranges Are Not the Only Fruits de Janet Winterson. C'est un roman de passage à l'âge adulte que j'ai bien aimé, mais que j'aurais aimé davantage, je crois, si je l'avais lu plus jeune. Il faut dire aussi que le quotidien de la jeune fille, les choses auxquelles elle a à faire face, c'était pas du tout ce que moi j'ai vécu. Elle a grandi dans une famille qui était très, très catholique, une mère God-freak, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré dans le roman, les descriptions de sa mère. Et c'est des choses qu'elle a vécues, là. Quand on l'entend parler de son enfance, Janet Winterson, c'est hilarant. Sincèrement, si vous trouvez des podcasts, c'est vraiment drôle. C'est génial d'entendre parler de cet auteur-là. Je pense que j'ai préféré l'entendre parler que lire le livre. En plus, notre héroïne, elle est homosexuelle. Alors, vous vous imaginez dans une communauté très rigoureuse, limite qui font un exorcisme. En fait, pas limite. Et malgré tout ça, c'est une héroïne qui est super intéressante parce qu'elle reste elle-même et elle décide de faire face à la musique. Donc, je pense que ce livre-là peut parler à beaucoup de jeunes qui se questionnent et qui ont à faire face à un environnement qui est plus ou moins hostile à tout ce qui est différence ou orientation sexuelle ou whatever. Par contre, j'avoue que moi, j'ai pas été transportée. Mais je suis vieille, ça doit être pour ça. Parlons de théâtre maintenant. Donc, j'ai 2 pièces de théâtre dont je vais vous parler. La première, c'est Pygmalion de George Bernard Shaw. Cette pièce-là avait été proposée il y a quelque chose comme 2 mois par une booktubeuse qui avait lancé le projet Théâtron Booktube et Pygmalion était l'une des pièces qui était proposée. Il faut savoir que j'adore My Fair Lady. Audrey Hepburn, le chapeau comme ça, les chansons, je sais par cœur. Et là, juste d'en parler, en fait, je vais les chanter toute la soirée au grand bonheur de certaines personnes. Par contre, je déteste le mythe de Pygmalion. Vous savez, le mythe où le sculpteur tombe amoureux de sa propre création, ça, j'aime pas du tout. Par contre, la pièce, c'est pratiquement le texte du film, avec une fin un petit peu changée. Et moi, comme j'aime pas la fin du film, qui me met gros à chaque fois, j'ai préféré cette fin-là. Pygmalion, c'est une pièce qu'il faut vraiment remettre dans son contexte historique. C'est-à-dire que c'est une pièce du 19e. À ce moment-là, les classes sociales étaient beaucoup plus marquées qu'aujourd'hui. Les relations entre hommes et femmes étaient aussi très, très différentes. Donc, pour l'apprécier, il faut mettre ça très clairement au départ. Sinon, ça semble extrêmement misogyne et rétrograde. Okay? Ça, il faut que ça soit clair d'avance. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, Eliza Doolittle, qui vend des fleurs et un jour, un célèbre phonéticien l'entend parler et décide de faire le pari qu'il peut la faire passer pour une duchesse. Donc, pourquoi il le fait? Certainement pas pour elle, plutôt pour son ego personnel. Et c'est ce qu'on va voir se passer dans toute la pièce. En fait, la partie phonétique, la partie transformation, on la voit très très peu. On parle du avant, mais il y a vraiment une grosse importance qui est mise sur l'après. Qu'est-ce qui va arriver de cette jeune fille-là après? Elle a changé beaucoup, beaucoup dans ces quelques mois. Elle ne se fond plus dans la masse où elle habitait avant, mais elle n'est pas non plus dans la classe sociale du professeur Higgins. Donc, qu'est-ce qui va arriver d'elle?
Alors, ce questionnement-là est beaucoup posé dans la pièce, beaucoup plus que dans le film, je trouve, et ça m'a beaucoup plu. Et bon, il y a les dialogues du film, du coup, on ne peut pas s'empêcher de les dire avec les accents et tout. Ouais, c'est chouette. Autre pièce de théâtre dont je vais vous parler de J'accuse de Annick Lefebvre. C'est une pièce de théâtre québécoise que j'aurais adoré voir sur scène. En fait, je suis hyper déçue de l'avoir manqué et de ne pas y avoir pensé avant. En fait, j'avais à ma mère de ne pas me l'avoir dit parce elle l'a vu. Alors, vous comprendrez toute ma frustration. Donc, J'accuse, c'est 5 monologues, 5 femmes dans la trentaine du Québec d'aujourd'hui. C'est 5 femmes qui accusent beaucoup de choses et qui nous mettent en pleine face plusieurs choses qu'on ne voudrait pas voir. Ces 5 femmes sont très différentes. Ça commence par un discours un peu policé et finalement, toutes finissent par nous en dire beaucoup plus que ce qu'elles avaient prévu de dire. Et des fois, il sort des choses qui ne sont pas toujours jolies et qu'on se surprend des fois à avoir pensé nous-mêmes. Donc, c'est un texte qui est extrêmement dérangeant. C'est parfois brut de décoffrage, mais il y a une qualité stylistique quand même qui m'a époustouflée. Les phrases qui partent tranquillement et qui finissent par exploser. J'ai trouvé ça super génial. Et jouer en pièce, ça doit être merveilleux. Donc, si un jour elle repasse, j'irai. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste des bandes dessinées dont je ne vous ai pas parlé, mais je pense que c'est assez long comme ça. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye et à la prochaine!